Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans son interview du 14 juillet hier, Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises, plus exactement, le terme de compromis. Est-ce que vous y avez été sensible? Est-ce que vous avez senti un tournant, un ton différent, une volonté de compromis dans les propos du chef de l'État? Oui, mais il faut que ça aille au bout parce que là, sur la loi sur le pass sanitaire, on a réussi à faire en sorte que l'article 2 ne passe pas, qui était un article qui disait que les Outre-mer devaient avoir un pass vaccinal particulier pour rentrer en Hexagone. Et en fait, là, il y a quand même quelque chose où toute la Macronie a dit qu'ils avaient perdu. Donc en fait, le compromis, ça n'est pas de perdre. Le compromis, c'est de travailler sur des arguments de chacun. Et on voit bien que là, on n'était pas dans le bon niveau d'argumentation, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient perdu, etc. Bon. On sait qu'il y a eu, comme c'est le président qui dit ce mot, une alliance baroque, c'est son terme, entre la gauche, le Rassemblement national et les Républicains pour voter une disposition de ce texte sur le pass sanitaire. Alors que les Républicains n'étaient pas forcément pour au départ, que c'était plutôt oui, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans l'hémicycle. Et vous souhaitez que ça se repasse? Oui, parce que là, notamment, il s'agissait des territoires ultramarins et il y a des députés de ces territoires qui ont pris la parole de manière extrêmement forte pour dire à quel point ils s'étaient sentis délaissés, ils s'étaient sentis vraiment relégués pendant la crise du Covid et comment ces territoires ont très mal vécu les confinements successifs et surtout l'absence de politique de soutien de l'hôpital public là-bas qui est encore plus en difficulté qu'en Hexagone. Donc en fait, il y a vraiment... Il s'est passé quelque chose et ça a été même presque tripal, j'ai envie de dire, dans l'hémicycle. Ça sert à ça aussi, cet hémicycle qui est si dense, si particulier. Et il est fait pour qu'il y ait des débats de cette nature et que les gens puissent aussi changer d'avis. Et est-ce que vous voulez que ça recommence à l'avenir? Par exemple, sur le dossier des retraites, Emmanuel Macron a dit hier qu'il souhaitait faire la réforme, mais qu'il faudrait négocier, que ça n'y aurait pas forcément 65 ans avant la fin du quinquennat. Et même certains, dit-il, que ce sera plutôt dans les années 2030. Est-ce que là aussi, vous souhaitez qu'il y ait une évolution où, au départ, la réforme, elle est inacceptable? Et Emmanuel Macron n'a pas changé d'un iota sa ligne, c'est-à-dire que ça a toujours été en 2030 l'application. Il parle de compromis responsable. Non, mais il parle d'une retraite à 65 ans en 2030. Donc, en fait, ça n'a strictement rien changé par rapport à sa ligne initiale. Donc, vous voyez, c'est ça toute la duplicité, en fait, du président de la République. C'est qu'il en appelle au compromis quand lui-même n'est pas prêt à le faire, ce compromis. Donc, oui, nous, on va travailler, comme on travaille sur la loi pouvoir d'achat actuellement, pour essayer d'obtenir des gains. Aujourd'hui, moi qui suis dans la commission Affaires sociales, qui a étudié l'essentiel des articles sur le projet de loi pouvoir d'achat, je peux vous dire qu'aucun de nos articles issus de la NUPES, aucun de ces amendements n'a été accepté. La discussion en hémicycle commence lundi. Oui, donc mais c'est pour ça qu'on va voir en hémicycle ce qui va se passer. Mais en tous les cas, que ça ne marchera pas. Non. Je dis juste qu'on a fait la commission. Et vous savez que les commissions préparent les débats en hémicycle. Et dans la commission Affaires sociales, aucun des amendements que nous avons... d'un compromis. Voilà, ça n'augure pas de la capacité d'LREM à faire un compromis avec nous. Donc voilà, moi je renvoie la balle en disant oui, moi je suis pour les compromis, mais à condition quand même que ce soit dans les deux sens. L'appel à la sobriété du président, toujours lors de son intervention, est-ce que vous y êtes sensible? Vous êtes une écologiste convaincue, militante. Lorsque le président dit c'est un effet de la guerre en Ukraine et de suspension de livraison de gaz qu'il va falloir être sobre, en théorie, vous devriez applaudir. Est-ce que vous êtes pour cette inclinaison que propose le président? Moi-même, je l'avais mis dans le débat de la primaire, la question de la sobriété. Évidemment, il va falloir qu'on change nos modes de vie et nos modes de consommation. Il va falloir que nous diminuions la quantité d'énergie dont nous avons besoin. Oui, il faut de la sobriété. Après, quand il dit qu'il faut éteindre les lumières à 19h, j'ai envie de lui dire ça n'est pas tout à fait ça, la sobriété. C'est-à-dire que la sobriété, c'est radicalement... Ce n'est pas un début. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, par exemple? C'est pas en éteignant les lumières qu'on va changer quoi que ce soit. Il faut changer... Par exemple, l'industrie a besoin d'un plan de rénovation de ses process énorme, enfin vraiment très structurant pour changer les consommations des machines. Ça passe par des investissements pour la transition énergétique qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Et puis, il va falloir aussi qu'on accepte de diminuer nos consommations énergétiques en matière de transport, en matière de chauffage. Ça veut dire un plan de rénovation. Aujourd'hui, MaPrimeRénov', qui est la seule mesure qui a été prise par le gouvernement, est très très loin de donner des résultats à la hauteur des enjeux. Bon ben voilà, là il faut vraiment passer des paroles aux actes et on a toujours l'impression qu'on est
est dans ce magistère de la parole. On en parle dans les différents journaux télévisés, la canicule, la sécheresse, les effets sont là, les effets du réchauffement climatique. Vous en appelez dans un tweet hier à Christophe Béchu, le nouveau ministre de la Transition énergétique. Qu'est-ce que vous lui demandez qui concrètement ? Qui brille par son absence pour l'instant. Hein. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement de faire aujourd'hui face à la situation que nous connaissons ? De faire quelque chose au moins. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, on rentre dans un épisode de canicule extrêmement intense qui s'ajoute à des mois de sécheresse. Donc, en fait, on est dans une situation extrêmement grave sur le plan de l'environnement. On le voit avec les feux qui démarrent. Mais que devrait faire le gouvernement ? Renforcer les moyens des pompiers dans les zones les plus tendues, faire en sorte que dans les EHPAD, pour les personnes les plus fragiles, il y ait une lutte contre l'isolement, qu'on soutienne les aides à domicile qui sont en très grande difficulté aujourd'hui, qu'on fasse en sorte qu'il y ait des protections pour les personnes sans abri. En fait, qu'il y ait un plan canicule, exactement comme il y a des plans grand froid l'hiver, pardon. Le réchauffement climatique, c'est le résultat en grande partie de l'activité humaine, des émissions de CO2. Vous n'êtes pas d'accord au sein de la gauche sur la façon de les réduire. Par exemple, Emmanuel Macron, lui, le défend. Le recours au nucléaire, qui est selon lui une énergie propre, entre guillemets, eh bien, au sein de la gauche, il y a les communistes et les socialistes qui veulent le continuer. Vous, les écologistes et la France insoumise, vous voulez l'arrêter. Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez au sein de la gauche ? Il n'y a pas d'union sur ce point. Mais là, par exemple, même le président de la République l'a dit hier, la moitié des centrales sont arrêtées aujourd'hui. Hein, donc, je veux dire, le nucléaire n'est pas une solution magique. Et par ailleurs, un EPR, ça met des dizaines d'années à fonctionner. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fonctionne. Mais est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire vu ce qui se passe aujourd'hui ? Mais bien sûr, et il faut développer les énergies renouvelables. Et il faut surtout aller vers là. Mais bien sûr, avec un plan de sobriété et avec un changement de nos modes de consommation. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes à deux doigts d'un effondrement. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Le GIEC, qui est le groupement international des experts sur le climat, donc des chercheurs du monde entier, nous dit que nous avons 3 ans pour agir de manière radicale. Radicale. On ne peut pas louper cet obstacle. Il s'agit de la vie de nos enfants. Oui, nous devons changer. Et non, le nucléaire n'est pas une solution magique qui nous permettra de faire comme si de rien n'était. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, est au clair sur ces questions ? Et est-ce qu'elle va au-delà de son alliance politique ? On a vu que, par exemple, la motion... nous ne sommes pas d'accord là-dessus, mais ça fait partie des points sur lesquels nous avons acté les dissensus au moment de l'accord sur la NUPES. Nous voterons en fonction de nos convictions, chacun dans nos groupes, et bien voilà. La motion de censure que vous avez déposée, la gauche tout entière, a obtenu 146 voix. À quoi elle a servi, au fond ? Elle a servi à montrer que nous n'étions pas d'accord sur la ligne qui était opposée, qui était proposée par la Première ministre. Elle a montré. Mais ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, puisque vous saviez de toute façon qu'elle allait être rejetée. Bien sûr qu'on savait qu'elle allait être rejetée, mais précisément, il nous fallait montrer notre différence et les raisons pour lesquelles nous allions nous opposer. C'était un exercice de pédagogie, nous l'avons fait. Vous dites, toujours sur les réseaux sociaux, il y a 233 ans, on est le lendemain du 14 juillet, je cite, le peuple prenait la Bastille contre la monarchie. Si certains ont des envies, on en discute, ça veut dire quoi ? Il faut faire la révolution ? C'est ça la vraie solution ? Ça veut dire qu'il va falloir des mouvements sociaux à la rentrée pour lutter contre les réformes du travail, de la retraite que nous annonce Emmanuel Macron. Il s'est quand même comparé à Vulcain hier. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on est là dans notre démocratie, mais un président de la République n'a rien de Dieu. Un président de la République n'est pas Dieu. On lui a demandé s'il était Jupiter. Il a répondu par une boutade, peut-être. Oui, enfin, en se comparant à un autre Dieu, pardon, mais on est quand même dans une démocratie où aujourd'hui il y a des mandats et il y a un peu de modestie à avoir. Et en l'occurrence, là, vraiment, on est très loin de la modestie requise et surtout du respect des Français et des Françaises qui souffrent vraiment beaucoup dans leur chair et dans leur vie quotidienne aujourd'hui. Sandrine Rousseau, dernière question. La justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire concernant votre collègue Éric Coquerel, membre de la France Insoumise et président aujourd'hui de la Commission des Finances. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il peut rester président de la Commission des Finances avec cette enquête ? Je pense qu'il ne peut pas présider la Commission des Finances, les séances de la Commission des Finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et un déroulé de l'enquête de police qui soit complètement indépendante d'un rapport médiatique, etc. Donc oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire il ne faut pas qu'il préside les séances de la Commission des Finances le temps de l'enquête. Et il conteste à 100% et je lui ai dit, nous avons eu... Oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal et il faut que la police fasse son enquête. Donc une simple enquête suffit aujourd'hui à mettre
finalement en danger votre fonction Moi, dès lors qu'une enquête est ouverte. Je dis qu'il ne, enfin, voilà, je ne l'appelle pas à démissionner, je lui dis juste qu'il ne doit pas présider. C'est-à-dire qu'il doit laisser la vice-présidente ou le vice-président présider à sa place le temps de l'enquête, histoire que la police puisse faire son travail de manière sereine. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son poste de président de la commission des finances s'il n'y a rien. Et s'il est mis en examen ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà, c'est la mise en retrait, le temps de l'enquête. C'est ce que j'avais demandé pour les ministres qui étaient aussi concernés, mais alors là par des faits bien plus graves, hein, par des faits qui n'ont pas du tout de comparaison avec ce dont on accuse Éric Coquerel. Mais il faut ce temps-là, parce qu'il faut respecter la parole des femmes, c'est important. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, députée.